Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. La vaccination contre la Covid-19 est désormais la condition pour prendre part à des manifestations au Bénin, une décision du Conseil des ministres de ce mercredi. On en parle dans un instant. La phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées a été lancée en décembre 2019. Vous suivrez dans cette édition les explications sur cette nouvelle réforme. Et puis en France, l'affaire Pegasus se poursuit. Emmanuel Macron, qui aurait fait partie des personnalités espionnées, a convoqué ce matin un conseil de défense exceptionnel sur le sujet. Bienvenue à toutes et à tous. La vaccination Covid-19 est désormais la condition principale pour prendre part à des manifestations au Bénin. L'annonce a été faite ce mercredi 21 juillet au thème du Conseil des ministres. D'autres décisions ont aussi été issues de ce conclave gouvernemental. Suivez ici un extrait du compte rendu fait par le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Mbedi. L'adoption du décret portant conditions d'exercice de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le domaine de la construction en République du Bénin. L'assistant à maîtrise d'ouvrage apporte sa compétence administrative, technique et financière, ainsi que son expérience en matière de réalisation d'ouvrages publics. Il peut être une personne physique qualifiée ou une personne morale de droit public ou privé. Mais, à ce jour, aucun test spécifique n'encadre l'exercice de cette profession dans notre pays. Or, les grands projets initiés par le gouvernement nécessitent de plus en plus la multiplicité des intervenants, une technicité et des performances avérées, une attention particulière à la sécurité et à la qualité, de même qu'une bonne maîtrise du coût global du projet. Ensuite, nous avons l'approbation des statuts de l'Institut national de la femme. Le gouvernement entend engager résolument une dynamique favorisant la promotion et la protection de la femme à travers notamment l'éradication des discriminations dont elle est l'objet, de même que les diverses formes de violence qui compromettent son épanouissement. À cet effet, il s'avère nécessaire de surmonter également les résistances socioculturelles aux fins de consolider les réformes sur l'amélioration de la représentativité de la femme au plan politique ainsi que son émancipation économique. L'Institut, initialement dédié à la promotion de la femme, n'a pu, pour diverses raisons, jouer le rôle de levier destiné à assurer la mise en œuvre d'une politique cohérente et durable en vue de relever les défis identifiés. Tirant leçon des faiblesses rédhibitoires du dit Institut, le Conseil a décidé de le réorganiser entièrement en donnant une nouvelle impulsion à ses missions et attributions. Le point de la situation de la pandémie de Covid-19 au Bénin. Il ressort du point soumis au Conseil par le ministre de la Santé qu'à la date du 20 juillet 2021, notre pays compte 8 324 cas positifs, dont 8 125 guéris et 107 décès. Il s'en dégage que depuis quelques semaines, une tendance à la hausse est enregistrée avec des cas graves signalés dans les centres hospitaliers dédiés. En outre, par ces temps de vacances scolaires où de nombreuses manifestations ludiques ou festives s'organisent, les grands rassemblements pourraient être facteurs de contamination de masse. À cet égard, il convient d'encourager les populations à se faire vacciner. Aussi, le Conseil rappelle-t-il que la vaccination demeure gratuite dans les centres de santé et recommande-t-il fortement aux personnes âgées de 18 ans et plus de se soumettre à cette nécessité. En tout état de cause, à terme, la participation aux manifestations entraînant grand monde serait subordonnée à l'effectivité de la vaccination. C'est pourquoi toute initiative d'organisation de rassemblements d'envergure devra faire l'objet de sensibilisation à cette fin par les promoteurs. Le ministre de la Santé est instruit à l'effet d'ouvrir davantage de centres de vaccination dans toutes les communes de notre pays. La vaccination contre la Covid-19 devient donc la condition sine qua non pour assister aux manifestations qui entraînent un grand nombre de personnes. Le porte-parole du gouvernement est revenu sur le sujet pour plus d'explications. Le but du gouvernement, c'est d'encourager davantage nos compatriotes à sortir se faire vacciner.
le gouvernement a acquis des vaccins directement sur les ressources du budget national et aussi dans le cadre de l'initiative COVAX. Donc, il y a des vaccins disponibles. Ensuite, il est utile que l'ensemble de la population sorte se faire vacciner. Si nous aspirons à un retour à la vie normale, si nous aspirons à renouer avec nos habitudes d'avant Covid, nous avons tous intérêt à faire confiance à la science. Faire confiance à la science, c'est au-delà des gestes barrières que nous avons commencé à appliquer depuis un peu plus d'1 an. Faire confiance aux solutions scientifiques trouvées, c'est-à-dire les différents vaccins proposés par les diverses firmes. Vous avez noté la préoccupation du Conseil des ministres, qui observe que nous sommes en période de vacances scolaires. Et l'on sait tous qu'en cette période, de nombreuses activités s'organisent. Des concerts ici, des manifestations là, des réjouissances encore là-bas. Et c'est autant d'occasions. Dans un contexte où l'on parle de la présence de plus en plus sur le continent africain de nouveaux variants de ce virus que l'on ne maîtrise même pas encore. Et ces variants, d'après la communauté scientifique, sont encore plus virulents que le virus souche. L'ambition du gouvernement, c'est de protéger au mieux les populations béninoises, faire en sorte que nous n'en arrivions pas à une démultiplication des cas et encore moins des cas graves. Voilà pourquoi nous sommes tous encouragés à nous porter vers les centres de vaccination pour recevoir nos doses. Suivant le choix que vous aurez fait, vous aurez à observer quelques semaines d'écart entre la première et la deuxième dose. Et il faut vraiment que tous les organisateurs de manifestations, de spectacles, comme le Conseil le recommande, sensibilisent de plus en plus les cibles auxquelles sont destinées leurs activités ludiques ou festives ou récréatives, comme vous voulez. Et chacun de nous qui aura fait cette formalité de se vacciner sera également un bel agent dédié à la sensibilisation des autres qui ne l'ont pas encore fait, parce que, in fine, il s'agit de notre sécurité sanitaire à nous tous. Si quelques-uns sont vaccinés et que le gros lot n'est pas vacciné, nous ne sommes pas en sécurité. Plus nous serons vaccinés, mieux ça vaudra pour la santé générale, mieux ça vaudra pour notre pays. Éducation à présent, la phase écrite de la session de remplacement du baccalauréat, session de 2021 a démarré ce mercredi. Les épreuves ont été lancées par le directeur de l'Office du baccalauréat au CEG Sainte-Rita de Cotonou, l'unique centre de composition au Bénin. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoucoin et Damien Pedro. Les candidats concernés par la présente session de remplacement de l'examen du baccalauréat sont ceux qui n'ont pas pu composer en juin dernier pour raison de santé. C'est le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, qui a procédé au lancement des épreuves. Il nous apporte des précisions sur cet examen. La session de remplacement est tout aussi valable que la session normale. C'est destiné à ceux qui sont tombés malades et qui ont donné les raisons valables pour se présenter à la session de remplacement. Donc, ceux qui sont tombés malades, même au cours de la composition de la session normale, on les prend quand il y a des raisons valables. Donc, nous prenons tout le soin valable pour que ceux-là puissent composer dans les mêmes conditions que ceux qui ont composé à la session normale. Il n'y a pas de crainte à avoir, c'est pour cela que j'ai tenu, puisque certains sont encore un peu malades, j'ai tenu à visiter toutes les salles pour les conforter, parce que je suis aussi un parent d'élèves. Au fur et à mesure que la journée se termine, on corrige les copies, si bien qu'à la fin, nous aurons les résultats que nous allons mélanger justement avec les résultats de la session normale et en tirer aussi un pourcentage. Le CEG Sainte-Rita de Cotonou est l'unique centre de composition retenu au plan national. Maury Mondé, chef centre, nous parle des statistiques et des séries représentées. On attendait dans le centre 56 garçons, 29 filles, ça fait un total de 85 pour les séries A1, A2, B, C, F3, F4, G2, G3. Je pense que pour la plupart, ils sont présents. On n'a pas encore fait le point des absents ce matin. Les épreuves de français ont été lancées à 8 heures.
Les 85 candidats sont répartis dans 7 salles et la composition dure 3 ou 4 jours selon la série. Les acteurs du projet P4P se sont retrouvés en atelier ce mercredi dans un hôtel de Cotonou. Il s'agit pour eux de procéder à la dissémination des résultats de la 4e phase de ce projet. Suivez le compte rendu de Samson Oké et Fiak Voitan. Augmenter l'accès et la consommation des aliments d'origine animale et des légumes riches en nutriments aux femmes et aux enfants, c'est bien l'objectif du projet Protéines pour la population ou P4P. Un an après la mise en œuvre de sa 4e phase, les acteurs se sont retrouvés en atelier pour procéder à la dissémination des résultats du dit projet. Le projet P4P étant en cours de clôture de sa 4e phase, cet atelier est organisé pour procéder à la dissémination des résultats du dit projet et de susciter une mobilisation pour sa mise à l'échelle. Beaucoup de progrès ont été faits dans le domaine de la lutte contre le retard de croissance et de l'anémie au Bénin. Mais le défi reste et demeure grand. La 4e phase du projet P4P a démarré le 1er juillet 2020 et a pris fin le 30 juin 2021 dernier. À l'étape d'évaluation des résultats, il ressort que plusieurs actions positives ont été menées par le projet. Cependant, des défis restent à relever pour les prochaines phases. Le projet P4P a permis aux mères et aux enfants de 6 à 23 mois des communautés d'intervention d'améliorer leur diversité, de diversifier leur alimentation. Et ce projet a permis à ces femmes de s'autonomiser et de développer des compétences en matière de conduite d'activités génératrices de revenus. Et le projet a également amélioré la santé des femmes en matière de réduction de l'anémie et aussi la santé des enfants. Et ce projet a aussi renforcé l'amélioration de l'hygiène et le respect des gestes barrières contre la COVID-19. Le grand défi ou la perspective que nous avons actuellement, c'est de mobiliser davantage de ressources pour une 5e phase et pour la mise à l'échelle du projet et aussi pour le renforcement des acquis de ce projet dans les communes d'intervention de la phase 4. Le projet P4P est une initiative du CARE international Bénin-Togo et a pour cible principale les femmes et les enfants. Le Conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 installé la semaine écoulée a d'importants défis à relever en matière électorale. Quelles sont alors les attentes face à cette nouvelle équipe en charge de l'organisation des élections dans notre pays? Suivez cette analyse de Laurent Roland Todenkes. 6 élections organisées en 7 ans. 3 avant l'avènement de Patrice Talon au pouvoir et 3 après son avènement, tel est le bilan de la Commission électorale nationale autonome dirigée par Emmanuel Tiendo. Au terme d'un mandat de 7 ans, avec un bilan satisfaisant jusqu'en 2016, l'année 2019 aura jeté du discrédit sur cette Sénat avec l'avènement des fautes mineures. Même si on peut bien reprocher des choses à cette équipe, la palme d'or de l'anticipation, de la bonne préparation et de la bonne organisation peut leur être décernée. Emmanuel Tiendo et son équipe s'en vont, laissant place au Conseil électoral institué par la loi 2019-43 du 15 novembre 2019. Aux élections, je dois dire que quand on voit cet organe qui vient de naître, il y a quelques particularités. Vous voyez un organe de décision, le Conseil électoral, et un organe exécutif qui va gérer de façon pratique suivant les orientations du Conseil. C'est déjà une innovation dans le dispositif légal au Bénin. Saka Lafia et son équipe sont donc attendus sur plusieurs chantiers concernant la modernisation du processus électoral.
Vous voyez, dans certains pays, lorsqu'on gagne les élections, quelques heures plus tard, on est à même de donner les résultats. Le Bénin peut également innover dans ce sens-là en informatisant son système électoral. C'est une attente très forte. Si le premier test de l'équipe Tiendo à l'ère du nouveau départ était les élections législatives à polémique de 2019, le premier défi de l'équipe Saka Lafia sera les élections législatives de 2023. Et ici, le président du conseil électoral Saka Lafia ne semble pas prendre d'engagement ferme pour rassurer. Une nouvelle échéance pointe déjà à l'horizon. Il s'agit des élections législatives de 2023. J'espère bien qu'elles seront apaisées. Sinon, on aura recours aux mains de nos ancêtres. Et pourtant, les attentes des citoyens pour des élections apaisées sont claires. Une implication de tous les acteurs concernés par la question électorale, afin que cette structure, qui est une structure publique, puisse jouer son rôle du public et servir de façon impartiale tout le peuple béninois. L'autre défi important par rapport au renforcement de notre système démocratique, c'est de faire en sorte que les élections continuent d'être transparentes, crédibles. Il faudrait que nous donnions plus de crédit à ce conseil, car cela va inaugurer, disons, de nouveaux jours au plan des élections dans notre pays. Saka Lafia, le vétérinaire qui n'a pas fait gestion du personnel, pourra-t-il combler les attentes? J'ai une gestion hasardeuse du personnel. Bon, c'est possible, je ne me connais pas. Je n'ai pas fait gestion du personnel. Je suis un vétérinaire. Nous dira-t-il qu'il n'est pas spécialiste des questions électorales à la fin? Son équipe a de gros défis à relever, notamment les élections générales de 2026, et aucun argument ne saura les dédouaner. Ils ont l'obligation d'organiser des élections transparentes, inclusives et qui garantissent la paix. Depuis le 2 décembre 2019, la Direction générale des impôts a lancé la phase de généralisation de la réforme sur les factures normalisées avec, pour rappel, l'utilisation obligatoire des machines électroniques certifiées de facturation. Que comprendre alors par la facture normalisée et quels sont les avantages? Éléments de réponse dans ce reportage de Moriano Agua et Fiacre Voitan. Ce que c'est que la facture normalisée, je n'en sais rien de ça. J'entends parler de facture normalisée, mais je ne connais pas. J'entends seulement, mais je ne connais pas. La facture normalisée n'est pas connue de tous. C'est quoi alors une facture normalisée? Docteur Franciscain Agbaza, spécialiste de comptabilité, contrôle et audit, nous en parle. Une facture normalisée, c'est un outil de gestion et de contrôle interne qui permet véritablement de diminuer la concurrence déloyale au niveau des opérateurs économiques et de réduire la fraude fiscale. Il faut aussi noter que, outre les éléments classiques de la facture ordinaire, la facture normalisée comporte quelques éléments de sécurité de la Direction générale des impôts, tels que le numéro d'identification de la machine qui sert à délivrer la facture normalisée, et la signature et puis un code numérique. La facture normalisée déjà adoptée par plusieurs pays en Afrique comme le Kenya, le Rwanda, comporte plusieurs avantages. D'abord au niveau de l'entreprise, la facture normalisée permet de parfaire la comptabilité de l'entreprise. Ça permet d'améliorer la comptabilité de l'entreprise. La facture normalisée vous permet véritablement d'éviter les manipulations des nombres comptables. Quand on parle de manipulation des nombres comptables, c'est qu'il y a certains opérateurs économiques véreux qui diminuent l'assiette d'impôt, c'est-à-dire par exemple le chiffre d'affaires de l'entreprise afin d'amoindrir l'impôt qu'il faut payer à l'État. Donc la facture normalisée permet véritablement d'éviter ça. La facture normalisée au niveau de l'entreprise, ça permet de réduire la présence des inspecteurs des impôts au niveau des entreprises. Vous voyez? Donc il y a autant d'avantages pour la facture normalisée. Comme autre avantage, en exigeant une facture normalisée, le consommateur s'assure ainsi que la TVA collectée par l'entreprise est effectivement reversée au trésor public. Ça permet à l'État de suivre les entreprises, de les contrôler pour éviter véritablement les dérapages. La facture normalisée, ça permet la justice et l'équité
fiscale au niveau de notre pays. Il est à noter que la facture normalisée n'est pas réservée à une catégorie d'entreprises. Elle est à la disposition de tout le monde. Et puis, hors du continent, l'affaire Pegasus se poursuit. Ce logiciel israélien est mis en cause dans une affaire d'espionnage. Emmanuel Macron, qui aurait fait partie des personnalités espionnées, a convoqué ce matin un conseil de défense exceptionnel sur le sujet. Le gouvernement marocain a affirmé vouloir engager des procédures judiciaires contre celui qui accuserait le rabbin d'avoir eu recours au logiciel Pegasus. Bien que propriétaire du logiciel, Israël n'a toujours pas réagi aux polémiques. 3 jours de conférences dédiées aux cyberattaques et quasi aucune allusion à l'affaire Pegasus, qui secoue pourtant le monde de la cybersécurité. Pegasus, un logiciel israélien via lequel le Maroc aurait espionné plusieurs milliers de personnes. Parmi elles, des journalistes, parlementaires, des chefs d'État ou encore des avocats. Un outil prisé par les prédateurs de la liberté de la presse. Ce sont les mots qu'emploient les journalistes de Reporters sans frontières. Étonnés du silence d'Israël, ils réclament aux autorités israéliennes un moratoire au sujet de l'exportation du logiciel espion. Nous demandons au Premier ministre Naftali Bennett d'imposer immédiatement un moratoire sur les exportations de technologies de surveillance, tant qu'un cadre réglementaire protecteur n'a pas été établi. En réponse, Naftali Bennett concède la création d'une commission interministérielle qui comprendra notamment des diplomates, des représentants du Mossad et des renseignements militaires pour procéder à une vérification sans pour autant ouvrir d'enquête. Et le ministère israélien de la Défense, lui, se défend. Nous n'approuvons l'exportation de produits cybernétiques qu'au gouvernement et uniquement pour un usage légal afin de prévenir le crime et le terrorisme. Les pays qui achètent ces systèmes doivent adhérer aux conditions d'utilisation. De son côté, le groupe NSO insiste sur l'indépendance entre le logiciel et le gouvernement israélien. NSO est une entreprise privée. Elle n'est pas une porte dérobée pour les services de renseignement israéliens. Pourtant, l'exportation de ce logiciel est soumise à l'approbation par l'Agence des exportations de la Défense. Chaque contrat de NSO passé avec des clients étrangers reçoit l'aval des autorités israéliennes. En attendant, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'État hébreu se poursuivent comme si de rien n'était. Le ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, a annoncé une rencontre avec le roi du Maroc dès la reprise des vols directs à la fin du mois de juillet. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.